de ça maintenant 40 ans. C'était à l'époque en URSS. Donc mon père a fait des carnets de voyage, donc en 3 tomes. Donc ici le premier, ici le deuxième. Donc vous voyez, du 28 juillet au 13 août 1985. Et enfin le troisième, du 13 au 18 août, toujours en 1985. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais les lire avec vous. Bon, le setup de caméra n'est pas optimal, j'espère que ça ira. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour le moment, j'ai pas énormément de temps pour faire cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite, alors je ne les ai pas encore lus, donc je les découvre en même temps que vous. Donc c'est parti pour le premier tome, juillet 85, en partant de Lille. Et ici je n'arrive pas à lire le nom de la ville qui est un peu effacé, mais c'est en Pologne. Alors pour vous situer un peu, mon père est, pour simplifier les choses, on va dire professeur de géographie, c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune. En réalité, il est plutôt dans l'urbanisme. Mais donc voilà, il adore tout ce qui est géographie et donc il a commenté ses voyages. Il le fait toujours. Donc c'est parti pour le lundi 15 juillet 1985. Donc, juste pour vous situer à nouveau, il est parti, je crois, avec ma mère. Et donc voilà, ils ont fait un sacré itinéraire déjà. Donc, leur itinéraire a commencé Lille, Douai, Paris. Douai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le nord de la France. Ensuite, nous avons Chalon, je crois, Chalon-sur-Marne, Metz, Forbach, Sarrebruck en RFA, Mayence. Alors je suis désolé parce que je ne connais pas forcément tous les noms des villes. Peut-être que je vais en massacrer certains, c'est pas voulu. Donc ensuite on a Francfort, alors Germuten, Würzburg, Bamberg, Nuremberg, Marktredwitz, Schindring, Jeb en Tchécoslovaquie, Sokolov, Korlovy, Vary Ostrov, Kadun, Zatek et enfin Prague. Alors c'est parti. À l'est, nous avons quitté la gare de l'Est à 23h, alors qu'éclataient les derniers feux d'artifice du 14 juillet. L'ambiance y était déjà. La gare était pleine de militaires et notre compartiment couchette partagé avec une dame tchèque et ses enfants. Les tracasseries administratives rencontrées au cours des démarches nécessaires à l'obtention des visas ont failli nous décourager, mais finalement, nous avons décidé de tenter de voir ce qui se passe à l'Est. Le contrôleur nous réveille à 8h. Nous sommes à Francfort. Le train, qui doit nous faire traverser l'Allemagne d'ouest en est, se fraye un passage à travers le massif. Gistrénan.
ça se passe 7 ans avant ma naissance. Donc clairement, c'est des choses que je n'ai pas connues. Alors après Würzburg, nous nous engageons sur ce qu'on appelle le plateau Louab ou Franconie, opulente région céréalière, où alternent dépression, cultives et côtes boisées. On se croirait sur l'extrémité orientale du bassin parisien. Mais les gros villages, alors je suis désolé, je n'arrive pas à lire ce mot, aux bâtisses neuves et épaisses, serrées au pied du clocher, plus souvent à bulbe que pointu, nous rappelle que c'est l'Allemagne que nous traversons. D'ailleurs, ces bournes se disposent à distance régulière et portent souvent le nom de Markt, ce qui me fait me souvenir que c'est ici que le géographe d'avant-garde W. Kristaller a, dans les années 30, après sa théorie, émis sa théorie des places centrales. Passé Nuremberg, le trajet se fait plus pittoresque. Voici une vallée étroite, des pitons calcaires, des vallons secs, des tunnels, de très jolis villages, des reliefs. L'horizon s'élargit un instant, puis se ferme à nouveau. Nous découvrons un passage vallonné et boisé, avec des sommets pointus comme des volcans ou des dômes plus lourds, au pied desquels se disposent d'importants bourgs aux maisons carrées. Ces dernières sont très typées avec leurs toits immenses de tuiles rouges et leurs colombages. Avec ce château à l'horizon, le pays fait déjà très Europe centrale. Et puis, c'est la frontière. Fini la liberté. Après une demi-heure d'attente au poste allemand de Schindurg, le train est autorisé à franchir le rideau de fer. Discret mais présent, je reconnais les miradors, les barbelés, les casernes de douaniers et les chiens policiers de la frontière entre les deux Allemagnes. Alors ici, il y a une note de bas de page qui dit CF en 1976. Donc il doit y avoir une référence, mais je ne l'ai pas. De l'autre côté, l'attente est plus longue. 1 heure pour 3 contrôles. Les policiers n'inspectent pas nos bagages, mais regardent s'il n'y a pas de passagers clandestins sous les banquettes. Pense-t-il naïvement qu'il y en a dans ce sens-là. Donc ici on parle de l'Europe, d'un passage vers l'Allemagne de l'Est. Donc le bloc communiste, qui est effectivement pas forcément très attractif à l'époque. Ce premier contact avec l'Est est tout de même assez rude. Le quai désert, avec quelques canaux insolites entreposés là, est gardé par 3 douaniers plantés à chaque extrémité et au milieu du train. Nous n'aurions pas osé demander, mais nous allions avoir d'autres surprises, excusez-moi. Il y a d'ailleurs mon chat qui m'a sauté sur les genoux, j'espère qu'il ne va pas faire trop de bazar. Donc je vous laisse regarder les images si vous voulez. On a les maisons à colombage ici, les fameux toits très pentus. Et puis un train de l'époque, j'imagine. J'avais hâte de découvrir la Tchécoslovaquie pour savoir si
paysage la différence avec un pays occidental. La comparaison avec l'Allemagne de l'Ouest était facile, car le milieu physique est le même. La ligne longe d'abord les monts métallifères, massifs anciens d'allure un peu vosgienne, puis en suivant toujours le cours de l'Or, je crois que c'est l'Or ce mot-là, traverse les paysages classiques des plateaux sédimentaires. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire ce mot. En fait, il y a pas mal de termes un peu techniques relatifs à la géographie, soit que je ne connais pas, soit clairement que je n'emploie pas tous les jours. Donc j'ai parfois un peu du mal à les lire, mais en tout cas il y a des dépressions, voilà ce que je peux vous dire. Désolé. Donc les paysages assez classiques des plateaux sédimentaires, cependant assez vallonnés à cause de terrains variés. Ce qui frappe d'abord, c'est le parcellaire très contrasté. D'un côté, d'immenses parcelles de cultures homogènes, de l'autre, de minuscules jardins ouvriers, entourés de palissades. Mais contrairement aux pays neufs, l'Amérique du Nord par exemple, où l'on traverse ainsi de très vastes parcelles, ici rien n'est géométrique. Les champs ont des limites courbes pour éviter tel arbre, tel bosquet, telle tourbière, tel poteau. Sur ces terres d'État, la minutie cadastrale n'a pas cours. La logique de l'espace n'est plus celle de la propriété privée. Aussi, les arbres qui subsistent constituent-ils des éléments résiduels du paysage antérieur. Ils marquèrent autrefois la limite d'exploitation ou de forage peut-être. L'habitat a manifestement été regroupé autour de fermes et coopératives d'État, tandis que de vieux corps de ferme tombent en ruine. Pas de bétail visible, seulement des cultures plutôt riches, maïs, blé, colza ou plomb, des champs immenses, cultures fourragères, mais aussi pommes de terre, choux. Il y a un mot que je n'arrive pas à lire ici. Vignes et fruits. Dans les jardins, c'est le bric-à-brac des cabanons, des micro-parcelles, des basses-cours. Ce qui frappe ensuite, ce sont les villes uniformes avec des maisons tristes et des faubourgs d'HLM grisâtres. J'imagine typique de l'idée qu'on se fait des villes durant l'URSS. Et puis, plus qu'on ne pouvait s'y attendre encore, il y a le grand nombre d'usines, en particulier un nombre invraisemblable d'usines thermiques de toute taille alimentées invariablement au charbon. La ligne de chemin de fer a d'ailleurs traversé un bassin de charbon à ciel ouvert, peu profond mais étendu, sans doute récent, et fort mécanisé, comme en témoignent les énormes pelleteuses et l'absence d'habitation à proximité. Alors avant de passer à la page suivante, je vous propose de regarder ici. Donc, la légende de cette photo, c'est Porcherie, un des centaines de grands centres coopératifs de production de viande. Et là nous avons donc ici des champs et là une maison. Alors je ne sais pas d'où sont tirées ces images. Je ne saurais pas vous dire. Au total, il s'agit là d'une géographie très schématique, comme tracée à gros traits, avec
ça, je suis désolé, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. À la périphérie sud de la capitale, au voisinage d'un vaste parc forestier, servant de lieu de délassement des Pragois. Par temps orageux, un tel passage manque un peu de gaieté. Tout de même, il y a des toits rouges. Il y a les toits rouges, les clochers à bulbes, la couleur du colza et de blé, les collines boisées de belles futaies, de bosquets de bouleaux ou de forêts de conifères. Le train serpente à travers ces vallons et collines où il prend du retard. La vieille locomotive diesel peine dans les montées. C'est le pays de la liberté. Le chauffeur modifie non seulement l'horaire, mais également l'itinéraire à sa guise. Longtemps, nous ignorons où nous passons. Le train est fort pittoresque. Les vitres ouvertes, presque aussi lents que les trains espagnols, et la campagne qu'il traverse paraît tout aussi tranquille. Il y a peu de véhicules sur les routes, peu de travailleurs aux champs. Nous commençons à être las de nos 23 heures de train quand surgit tout à coup, Prague, que n'annonce aucun pavillon de banlieue. Le train fait le tour de la ville qui occupe un site de vallée difficile où le terrain manque pour construire les cités nouvelles. De 100 000 à 200 000 habitants et leurs usines. Ici vous avez donc une photo de Prague, le pont Charles sur la Vltava, VLTAVA. Nous descendons enfin et quittons presque une amie, une dame, professeure d'anglais à Lille avec laquelle nous avons agréablement conversé durant ce long trajet. Voici donc Prague, qui nous intrigue d'ailleurs par son silence. Mais le train a 2 heures de retard. Il est 20 heures. Nous n'avons pas d'argent tchèque. Aucune devise de l'Est ne sort de son pays d'origine. Nous avons à nous loger. Les péripéties commencent. Les banques sont fermées. L'agence de tourisme nationale, CEDOC, en tout cas je vais le prononcer comme ça, refuse également de changer à cette heure et nous renvoie vers les hôtels qui se renvoient eux aussi la balle. Notre bon d'échange obligatoire ne les intéresse pas. Seuls nos dollars les attirent au marché noir. Une dame nous aborde pour le change au noir. Nous n'en voulons pas, car nos 100 000 francs en couronne seront déjà très difficiles à dépenser raisonnablement en 5 jours. Alors ici on a une petite note. Le régime de change obligatoire nous oblige à acheter chacun l'équivalent de 100 francs en couronne par jour de séjour. Elle nous laisse heureusement une adresse chez l'habitant. Nous demandons encore une aide à des policiers ou soldats qui ne parlent que tchèque ou russe, mais saisissent parfaitement notre problème qui les laisse indifférents. Nous en sommes réduits à nous rendre à l'adresse indiquée où une vieille dame refuse de nous loger. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes en situation irrégulière. Par peur de la police, elle n'accepte de nous loger. Après une longue discussion en allemand, grâce à Sylviane, donc ma mère, chez une voisine absente. Par peur de la police, elle n'accepte de nous loger après une longue discussion en allemand que chez une voisine absente.
savait bien que nous pourrions changer au noir. Alors je suis désolé, il y a le deuxième chat qui vient miauler. Je vais essayer de l'occuper. Le pire dans tout cela, c'est qu'en jouant à fond la loi, nous nous mettions nécessairement en situation irrégulière. Alors nous avons deux photos. Nous avons à gauche ici le château de Prague, siège du président de la République socialiste tchécoslovaque. Ensuite nous avons un chat qui traverse le champ. Et nous avons à droite la tour du pont Charles côté Nouvelle-Ville. Alors je pense qu'on va s'arrêter là parce que les chats sont un peu envahissants. J'en ai un sur les genoux et un carrément sur le cahier. J'espère que ça vous aura plu. On pourra lire la suite à une autre occasion. Je pense qu'il y a matière à faire pas mal de lectures, puisqu'ici nous n'avons lu que 15 pages et qu'au total, si je vais prendre le dernier cahier, nous avons au total 353 pages avec c'est super ça, avec même une table des matières. Donc finalement nous n'avons même pas lu toute une journée. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre. Allez, ah bah non, si, c'est bon, on a fini la première journée, donc parfait. Voilà, alors j'espère que le son sera bon, j'espère qu'on verra bien à la caméra. Je vous avoue que je fais le setup